Les personnages sont un peu particuliers dans ce film parce que ce ne sont pas des acteurs professionnels. Ouais, c'est ce que Ce sont des personnages que j'ai rencontrés donc là-bas, sur place, en Guinée. Et il se trouve que L'Enfant Noir, c'est l'adaptation d'un roman, écrit par un écrivain guinéen qui s'appelle Camara et qui est décédé maintenant depuis un certain temps et qui a écrit ses souvenirs d'enfance. Et ces souvenirs d'enfance se passent à Kouroussa, qui est un village de Haute-Guinée. Et quand je me suis rendu à Kouroussa pour expliquer le projet, l'idée d'adapter le livre au cinéma, j'étais amené à rencontrer sa propre famille, puisqu'il a toujours 6 frères qui vivent sur place, qui sont mécaniciens, instituteurs, paysans, chauffeurs de taxi, enfin c'est des gens très simples. Et quand j'ai expliqué le projet, ils m'ont fait comprendre avec beaucoup d'insistance que c'était leur histoire. C'est l'histoire de l'enfant noir et que même si je ne voulais pas reconstituer le livre, parce que le film n'est pas une reconstitution historique, le livre est écrit en 1953, c'est donc la Guinée des années 20 ou 30, ça fait déjà pratiquement un siècle qu'on est. Et donc il fallait que je remette tout le monde en costume d'époque, que j'enlève les antennes de télévision, c'est un cinéma qui est compliqué, qui demande beaucoup de moyens. Et moi je leur ai proposé de faire une adaptation beaucoup plus simple et une adaptation contemporaine, c'est-à-dire de prendre la même histoire, qui est donc l'histoire d'un enfant qui son père décide d'envoyer son enfant à la ville pour faire des études et devenir plus tard le soutien de famille. C'est donc une histoire d'exil vécu par un enfant qui quitte son village et qui découvre la grande ville Conakry, la capitale de la Guinée. Voilà, et donc je leur ai proposé de faire la même histoire mais de le raconter dans la Guinée d'aujourd'hui, donc parmi leurs enfants d'en choisir un. Et parmi les frères et parmi leurs nombreuses femmes, parce qu'ils sont tous polygames. Le film est toujours d'actualité, ça se passe toujours comme ça. Oui, alors certains maintenant, au lieu d'avoir un enfant, arrivent à en avoir 2 ou à en avoir 3. Souvent c'est les garçons, moins souvent les filles. Il reste encore cette inégalité au niveau des études, mais c'est vrai qu'on est quand même encore dans un des pays les plus pauvres de la planète et que tous les enfants, surtout quand on en a beaucoup, n'ont pas l'occasion d'aller tous à l'école, en tout cas pas longtemps. Et c'était important donc de mettre en parallèle le côté traditionnel du village africain et la modernité de la ville, c'était la confrontation. Oui, et puis c'était intéressant aussi en racontant le film aujourd'hui d'essayer de comparer entre la situation que le gamin va vivre aujourd'hui et celle qu'a vécu son oncle, puisque l'écrivain du coup est son oncle. J'ai fait ça avec un des neveux de l'écrivain. Donc quelle différence il y a entre ce que l'écrivain a connu à son époque, dans les années 20 et 30, comment il était éduqué au village, quels étaient les rites dans la tradition pour passer de l'enfance à l'âge adulte. Et après, comment ça se passe quand votre père décide de vous envoyer à la ville? On ne part pas comme ça. Il faut d'abord aller consulter les esprits. Est-ce que les esprits sont d'accord ou pas? Il faut aller voir le féticheur, il faut faire un certain nombre de sacrifices. Il y a tous ces rituels-là. Certains ont disparu, mais d'autres sont encore extrêmement vivaces. Donc l'idée, c'était aussi dans le film de raconter pas simplement la période de Camara Line, mais aussi de le ramener dans le contexte actuel. D'accord. Et donc c'est ça, en fait, tout le travail d'écriture du scénario, il fallait à la fois partir du livre et remélanger avec l'histoire actuelle. Oui, en tout cas. Celle de 95 en tout cas. En tout cas, en l'adaptant comme ça, ça m'a forcé d'une certaine façon à pas dire c'est moi qui vais raconter l'histoire. À partir du moment où je leur dis c'est votre histoire que je suis venu chercher, je ne reconstitue pas l'histoire du livre. On est à la limite du documentaire quasiment. Exactement. Donc maintenant, qui est capable, parmi vous, qui est capable d'être devant une caméra, puisque vous voulez faire le film avec moi, vous n'êtes pas acteur professionnel, vous n'avez jamais été, moi je ne vais pas vous diriger comme des acteurs professionnels. Par exemple, il n'était pas question, ce ne sont pas des intellectuels, encore moins des acteurs de cinéma. Que ce soit écrit, donc ils étaient incapables de partir d'un texte écrit, de le mémoriser et d'essayer ensuite de le redire naturellement. C'était impossible pour eux. À chaque fois, ils faisaient des efforts de mémoire, c'est-à-dire qu'est-ce qui était déjà écrit, qu'est-ce qu'il veut que je dise. Tous ces essais-là, au bout d'un moment, j'ai compris. Il fallait que je me mette d'accord avec eux sur... pour travailler le jeu d'acteur. C'est pas de la mise en scène au sens abouti quand on fait du cinéma de fiction avec des acteurs où tout est recréé. C'était plutôt de la mise en situation. C'est-à-dire, il y avait une grande part à l'improvisation du coup. Exactement. Ton fils va partir. Déjà, il y a le problème de la langue. C'est-à-dire qu'au village, on ne parle pas le français, on parle le malinké. Moi, je comprends un peu le malinké, mais je n'ai pas la prétention de parler. Donc, je me mets d'accord avec eux en français, parce que notre langue à nous, en commun, c'est le français. Et puis, je dis au père, ton fils va partir. Maintenant, c'est la séquence où tu vas lui enseigner d'où il vient, c'est qui sa famille, qui était son grand-père, qui avait les secrets de la fusion de l'or, etc. Donc, on se met d'accord sur un thème, un peu comme le jazz. Les points à aborder, quoi. Un peu comme si on fait de la musique de jazz, on se met d'accord sur le thème, et puis maintenant, eux vont improviser, et moi, ma caméra est jamais sur un pied, elle est plutôt à l'épaule pour pouvoir être suffisamment souple et en fonction de... Parce que des fois, ils oubliaient que la caméra filmait, donc ils se mettent de dos, ils ne savent pas se placer comme des acteurs, ils n'ont pas ce métier-là. Mais pour garder le côté le plus réel,
où on est proche du documentaire, le plus vivant, le plus naturel. Il fallait que je les laisse libres de leur mouvement. Donc souvent, ce qu'on voit dans le film, c'est tourné comme en documentaire à la première prise. Je ne peux pas travailler comme avec des acteurs où de répétition après répétition, prise après prise, on va améliorer de plus en plus le jeu de l'acteur. Là, il fallait les prendre dans le moment d'émotion. Comme un reportage, quoi. Ouais. Et au niveau de la musique, vous avez travaillé avec un musicien particulier? Vous avez créé la musique après avoir tourné? Ou alors comment vous avez travaillé Oui, j'ai travaillé après, c'est-à-dire qu'il y a eu d'abord le tournage, puis un premier montage du film, et c'est à partir de ce premier montage que je suis retourné à Conakry et où j'ai travaillé avec des musiciens guinéens. C'était aussi un des... Le film s'inscrivait clairement dans un accord passé entre la France et la Guinée d'une coproduction franco-guinéenne dans lequel on avait dit que les techniciens qui n'avaient pas le niveau suffisant, il a fallu les former. Donc on a fait des formations de techniciens pour que l'équipe soit à majorité guinéenne, que l'ensemble des acteurs soient guinéens et que la musique aussi soit confiée à des Guinéens. D'accord. Donc au départ, moi je ne voulais pas travailler avec eux pour la musique, j'avais une idée, j'aime beaucoup ça, j'écoutais beaucoup le chanteur malien Salif Keita. Donc Salif vit en France, à Montreuil, qui n'est pas le même Montreuil que vous, qui est Montreuil-sur-Seine, mais juste à côté de Paris. Et donc on se connaît avec Salif, et il y avait cette idée de lui confier la musique du film. Et quand j'ai évoqué ça aux Guinéens, ils m'ont dit mais avant d'aller chercher tes musiciens à l'extérieur, tu vas d'abord écouter ce qu'on a, nous ici, parce que nos artistes sortent très peu, ça c'est lié à l'histoire du pays, mais on a vraiment des perles ici, on aimerait que tu découvres ça avant de dire je vais chercher vos musiciens à l'étranger. Voilà, donc ils m'ont assis pendant 3 jours à la Paillote, qui est un ancien dancing à l'époque de la Révolution, et j'ai vu défiler tour à tour des musiciens africains assez traditionnels, sur des instruments traditionnels africains exceptionnels. Et puis est arrivé le deuxième jour, un monsieur qui s'appelle Momo Wandel, qui est l'équivalent, on l'appelle le Louis Armstrong de l'Afrique, c'est un espèce de type assez rond, toujours marrant, qui a une voix très rauque comme Louis Armstrong, et qui au lieu de faire la trompette fait du saxophone, qui a un vieux saxophone tout desséché. Et ce type, depuis quelques années, s'est mis à faire du jazz, de l'afro-jazz, en réunissant autour de lui les grands maîtres de la kora, du balafon, de la flûte pastorale, c'est-à-dire du jazz vraiment roots, des racines africaines. Comme il dit, le jazz je l'ai pris en Amérique, mais en fait il est parti d'ici, donc je l'ai ramené à la terre africaine. Voilà. Et j'écoute, ils avaient déjà fait un premier album Musique du Monde, ils étaient venus en France, au New Morning, aux Musiques Métis à Angoulême, ils avaient déjà commencé à... Voilà. Et quand j'ai découvert ça, j'ai dit ce blues africain de ce gamin qui part de son village, qui quitte ses racines, sa famille, tout son bonheur de gamin, et il va falloir qu'il soit confronté à la ville, j'ai envie de travailler avec eux. Donc ils n'avaient jamais fait de musique de film, et ça a été une semaine assez cocasse d'essayer de leur faire comprendre que c'est pas la peine de faire 10 000 roulements de djembé et d'envoyer la... Des fois c'est juste une note qu'on tient comme ça avec une... Mais ils ont fait cette musique à partir du thème de John Coltrane, d'Afro Blue, ce blues africain. Et vous projetiez le film et ils composaient dessus? Ou alors c'était vous qui donniez ce que vous vouliez comme directive? D'abord il a fallu choisir le thème. C'est-à-dire que moi je leur ai proposé de travailler sur un thème et que ce thème, qui soit le thème de l'enfant, puisse évoquer auprès du spectateur les moments où cet enfant a des doutes, les moments où il est triste, les moments où il est plus joyeux, etc. Donc qu'on entende ces mêmes notes qui sont comme une espèce de thème un peu récurrent, et en fonction de ça. Là. Et il y avait ce thème dans le premier album, ils avaient beaucoup adapté des thèmes qui à l'origine faisaient partie de leur folklore, mais ils avaient repris ce standard de jazz qui s'appelle Afro Blue, qui a été popularisé par John Coltrane. D'accord. Et la version qu'ils en ont faite, je trouvais ça assez étonnant. Donc je voulais qu'ils travaillent là-dessus. Donc ça a commencé par l'incompréhension du gars. Sur des variantes sur ce thème-là. Lui, il ne peut pas comprendre que je lui dis on va faire toute la musique de tout un film uniquement à partir de ça. Lui, il ne comprend pas. Donc il m'a dit mais attends Laurent, moi j'en ai plein. Et tous les jours, il m'en amenait encore d'autres et d'autres et d'autres. C'est une vraie bibliothèque le gars. Il a tous les airs du folklore. J'imagine sans aucune partition, sans rien. Rien, tout se transmet oralement. Et puis... Après, moi j'y arrivais pas, mais d'autres ont réussi à lui faire comprendre qu'un réalisateur c'est têtu et quand il a une musique en tête et une idée en tête sur une musique qui doit, les mêmes notes qui doivent, en fonction de la façon dont on les joue devient le thème du film, comme un truc... non mais j'aime bien justement... Donc là il est parti de ça. Donc on a enregistré une première maquette, et puis donc j'avais la version sur le CD qui est assez rythmée, puis une première maquette de lui tout seul au saxophone. Donc moi je suis rentré en France, je fais mon montage. Et puis après, je reviens en leur disant maintenant, on a une semaine dans un studio à Conakry, on va enregistrer la musique du film. Donc pour commencer, je vous montre le montage du film. Donc on voit le montage du film. Et puis on travaille 1 jour, 2 jours en studio. Et c'est très compliqué d'arriver à travailler avec eux, de leur faire comprendre
Et puis le soir, à la fin du deuxième jour d'enregistrement, je reçois la visite du directeur du cinéma guinéen, la visite du directeur national de la culture, enfin des officiels là-bas de la culture qui veulent savoir comment ça se passe, parce qu'ils sont coproducteurs du film, c'est aussi leur bébé. Ça représente l'image de la Guinée aussi. Voilà, je dis écoutez, ma meilleure réponse, je vous montre le film. Pour l'instant, on est au stade de la copie travail, on n'a pas encore mis les musiques, le montage n'est pas complètement fini, mais en gros, le film ressemble à ça. Donc on prend un poste de télé et on se met devant le... Et je dis aux musiciens, ceux qui doivent rentrer chez eux, vous rentrez. Ceux qui veulent rester, ah non, on veut revoir le film, ils avaient donc vu une fois avant qu'on fasse le travail d'enregistrement. Et puis on voit le film, les deux directeurs me disent félicitations, ils sont heureux de ce travail, ils sentent qu'il y a un film qui va naître, qui va être important pour eux dans leur histoire, etc. Et puis au moment où il passe la parole à Mo Andel, lui il dit ça va pas du tout. Quand le gamin quitte son village et qu'il rentre dans la capitale à Conakry, le jazz, le saxo, ça doit être beaucoup plus free, là, ça doit être beaucoup plus free. Ouais. Et je lui dis, mais pourquoi tu me dis ça? Il dit, là, ce qu'on a entendu, c'est pas... J'ai dit, mais ce qu'on a entendu, c'est la maquette que j'ai enregistrée il y a 6 mois, que j'ai mis pour l'instant, mais en ce moment, on est en train d'enregistrer la musique du film. Il me dit, mais pourquoi tu ne m'as pas expliqué ça avant? Je lui dis, mais je te l'ai expliqué 1000 fois. Et lui rigole, il dit, moi, il me faut l'expliquer 1001 fois. Et donc, le lendemain, le gars, ça fait tilt dans sa tête, parce que le lendemain, moi, j'étais avec l'ingénieur du son dans le studio avec l'écran, et dans les doubles baies vitrées, de l'autre côté, dans le studio, il y avait les musiciens. Le gars, il s'est levé avec son saxo, il a dit, votre écran de télé, vous pouvez pas le tourner là? Donc au lieu de le mettre comme ça vers nous, on l'a mis comme ça pour que eux le voient et que nous aussi on le voit, puisqu'on avait à chaque fois des numéros de timecode pour enregistrer les entrées de musique, les sorties de musique. Et à partir de là, on a mis au panier tous les 2 premiers jours. C'était comme une mise en route. Oublie toutes les autres musiques, prends celle-là, essaye de la ressentir au fond de toi maintenant, parce que le jazz c'est l'improvisation, improvise sur ces images, fais-le. Et là, du coup, ça devenait génial au niveau de la Et à la fin, le dernier plan, quand l'enfant retourne au village, et quand son père lui dit maintenant tu peux continuer ta route, tu peux aller en ville, mais oublie jamais d'où tu viens, et cet enfant donc traverse le pont, traverse le fleuve. Là c'est le même thème qui est joué par Mamadi Mantsaré. Mamadi Mantsaré était le soliste de l'ensemble instrumental du Ballet National, c'est un flûtiste de flûte pastorale qui parle et qui joue dans sa flûte en même temps. Et le gars est parti toute la fin de la dernière séquence, entre le moment où l'enfant quitte son père, sort de la concession, traverse le pont et s'éloigne sur le pont, et tout le déroulant du générique de fin, ça dure, montre en main, 4 minutes 30. Et là, pareil, le gars, il pouvait pas être dans son coin, il fallait qu'on lui montre les images, à nouveau, sans le son, mais qu'il voit cet enfant, qu'il sente cet enfant s'éloigner, et que pareil, avec sa flûte, il accompagne tout le son de ce voyage. Il y avait un film aussi comme ça qui a été créé justement avec Deadman, je pense, où toute la musique a été composée en live complètement, un peu dans le même esprit. Oui. Pour ressentir à chaque fois les émotions du personnage. Mais là, ce qui était intéressant, c'est de partir au départ avec des musiciens qui n'avaient aucune notion de ce que peut être une musique de film. Ouais, bah oui, c'est ce que vous dites. Moi, je me souviens, un monsieur qui m'a vraiment appris beaucoup sur l'idée de musique de film, c'était avant de faire des films en Afrique, j'ai fait des films en Himalaya, dans les régions polaires, notamment un film qui raconte la traversée de l'Antarctique, et donc j'ai eu l'occasion de travailler avec Michel Portal, qui a fait la musique du film. Et lui, le premier, m'a raconté ça, il m'a dit sur ton film là, donc c'est un continent glacé, c'est le froid, le vent qui souffle, les chiens sous la neige, les hommes qui essaient de traverser toute cette... On pourrait mettre 80 saxophones et faire une grande symphonie, alors qu'on peut aussi avoir juste le son d'une contrebasse. Et puis c'est Jean-François Jenny Clark, c'est un jazzman fabuleux sur sa contrebasse, qui a cette flûte. C'est une note, c'est le tenu d'une note, parce que l'image est là déjà, il ne faut pas la remplir, il faut la soutenir, il faut rentrer dans l'image, il ne faut jamais être devant, sinon tu écrases tout. Donc cette subtilité-là et cette notion-là, c'était quelque chose, il fallait, en tout cas avec ces musiciens africains, ça a pris mais à partir du moment où ils ont compris le truc, mais c'était incroyable. On n'avait même plus besoin de faire 10 prises, ils sentaient les choses, ça a été vraiment fort. C'est marrant qu'ils n'aient pas compris que quand vous leur aviez expliqué au départ ce à quoi ça pouvait être. Non, parce que les mots suffisent pas, l'image, il y a besoin de l'image, il y a besoin de le vivre. Sentir et de le vivre, absolument. Ça ne peut pas être que de la théorie, quoi. Et quelles ont été les principales difficultés que vous avez rencontrées sur ce tournage? À part le fait, évidemment, il y a eu les comédiens, il y a eu la musique. La difficulté pour moi, c'était la lourdeur du dispositif. C'est-à-dire que d'habitude, les films que je fais, je filme le réel, donc c'est des histoires que je puise dans le réel, et pour faire ces films documentaires, on est toute petite équipe. Je pars, moi je tiens la caméra, j'ai un ingénieur du son, dans le meilleur des cas, j'ai un assistant pour m'aider, ça aide. 3 personnes. Mais 3 personnes, sinon plus on va envahir et plus on va déformer le réel. Bien sûr, voilà.
Là, par contre, on a affaire à un film de fiction, donc ça suppose de faire une équipe. Moi, j'ai accepté cette idée de faire un film de fiction parce qu'il y avait cette proposition aussi de former ces techniciens en Guinée et de faire qu'à la fin de leur stage de formation, ils puissent faire un long métrage avec moi. Donc, les principaux postes étaient tenus par les Français, mais on était 3 ou 4, on était très peu de... Et tout le reste était à majorité guinéenne. Là où d'habitude, les films qui sont en Afrique, les Africains sont stagiaires ou troisième assistant, ils gardent les véhicules sur le parking. Enfin, là, il y avait la script, il y avait les assistants caméra, les éclairagistes, les assistants de réalisation, tout ça. C'était un métier. Voilà. Donc, la difficulté que j'avais moi, c'est qu'on était dans un dispositif pédagogique. Et donc, il fallait que chaque matin, je réunisse cette équipe et que je leur explique, voilà ce qu'on va tourner aujourd'hui. Même si je n'étais pas sûr de mon coup, parce que au dernier moment, ça peut changer, on voit un autre truc, etc. Mais il fallait que j'explique. Et à la fin de la journée, il fallait qu'on fasse une réunion de bilan pour dire voilà ce qui s'est bien passé et voilà ce qui ne s'est pas bien passé, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on peut corriger pour demain. Maintenant, une fois que cette journée-là est terminée, on prend tout le matériel, on le démonte, on le nettoie, on le range, on ferme dans l'armoire qui ferme à clé, dans la pièce qui ferme à clé, il y a un responsable, parce que c'est notre outil pour faire tout un film pendant 9 semaines. Et au même moment, j'étais en permanence donc avec cet enfant noir qui avait réellement quitté son village, qui était réellement en train de découvrir Conakry, il faisait pas semblant. Donc dans les scènes que j'ai imaginées, moi, elles sont dans le film. Mais sauf que le gamin, lui, il continue à découvrir. Donc moi, j'avais déjà dit, il faut ranger la caméra, elle est dans l'armoire. Ouais. Au même moment, j'aurais eu envie d'avoir, comme je fais d'habitude en documentaire, une caméra avec moi, parce que le gamin, il était encore en train de découvrir des trucs, et qu'il y avait des scènes que j'avais pas sur son regard, dans son regard. Voilà. Donc ça m'a... Et ça m'a obligé aussi à tourner dans l'ordre chronologique. Souvent, une fiction, on fait tous les décors dans l'appartement, qui seront la scène 3, la 17, et puis la 62. Et puis après, on va faire tous les décors au bord du fleuve. Là, il fallait qu'à chaque fois, on fasse des grands déplacements, parce qu'on tournait dans l'ordre chronologique pour que tout le monde comprenne, en ayant lu ou pas lu le scénario, en tout cas on leur a raconté le scénario. C'est mieux justement de travailler comme ça, dans l'ordre chronologique par rapport aux acteurs. Là, je me suis pas réellement posé la question, parce que j'avais aussi une autre raison majeure de tourner comme ça, c'est que le gamin, il fait pas semblant de découvrir, il découvre réellement. Donc je peux pas lui dire tu découvres, et puis maintenant on revient en arrière comme si tu n'avais pas découvert. Donc c'est forcément lui aussi, il y a eu d'abord la première partie au village, puis la façon dont son père s'y prend pour décider que le voyage de son fils va se faire maintenant à Conakry. De là, maintenant, il y a tout le voyage à filmer. Après, il y a tout le séjour à Conakry avec toute cette phase de découverte du monde urbain, de la mer, d'une nouvelle école, de la petite copine. Et puis, il y a tourné en quelques semaines, donc on raconte la première année, le problème d'adaptation du gamin, la maladie, l'échec scolaire puisqu'il est obligé de redoubler. Et le retour pendant les vacances d'été au village, où là, maintenant, il se retrouve devant ce qu'il était quand il était gamin, et il connaît maintenant déjà la ville, donc est-ce qu'il va rester au village, est-ce qu'il va repartir en ville, quel est son avis. Ça vous permet aussi d'adapter le scénario quasiment au jour le jour, non? Le fait de pouvoir tourner comme ça dans l'ordre chronologique les scènes. C'était en tout cas, ça permettait de puiser ce que moi j'adore. L'émotion réelle, non? Oui, c'est-à-dire qu'on met en place, tout à l'heure je parlais de jazz, on se met d'accord sur le thème, on se met en place, on se dit on va filmer par exemple un plan du véhicule qui passe au bord de cette piste. Mais si ce jour-là, par bonheur, au moment où on a mis notre caméra, il y a un vieux qui passe avec son vélo parce qu'il a un fagot de bois, on va lui dire stop, attendez une seconde, le temps qu'on se mette en place, le vieux il est d'accord, et puis éventuellement on lui file même un petit bifton ou un coup à boire, et ça y est, on l'a avec nous. Ils sont très joueurs les Africains, donc ils n'ont pas ce problème qu'on a nous à l'image, on a une éducation judéo-chrétienne, on se cache pour tout, hein. Toutes les émotions sont cachées, quand on pleure, on ne voudrait pas qu'on nous voit en train de pleurer, quand tu invites une copine au resto, on te donne la note, tu payes, mais tu veux pas elle ne doit pas savoir le prix. Alors que mais là, attends, t'invites la copine, mais vas-y, je mets le bifton et l'autre bifton et l'autre bifton, et parce que je vais te montrer aussi que moi. Ils cachent pas ces trucs-là. Donc déjà, sans caméra, ils se jouent quand même, hein, ils vivent de la pauvreté, mais ils essayent de fuir de cette tristesse par cette joie comme ça, très communicative. Donc ils ont cette force-là, de ne pas cacher leurs émotions, de pas. Je me souviens d'ailleurs quand on a fini ce tournage du film L'Enfant Noir, j'avais donc passé, moi j'ai passé 1 an au village d'abord, hein, avec la famille, pour savoir qui parmi les parents pouvait jouer. C'est-à-dire sur les 6 frères, qui peut jouer le rôle du père, qui est le plus à l'aise. Donc j'avais une petite caméra H8, et puis je vivais avec eux. De leur vie, j'écrivais mon scénario, puisque le scénario est énormément puisé de leur histoire. Et donc je devais choisir parmi les 6 frères qui va jouer le rôle du père.
Et comme ils sont tous polygames, je pouvais choisir la troisième épouse du deuxième frère, la mettre avec le premier, du moment que monsieur et madame étaient camarades, que c'était bien la famille de l'écrivain. D'accord. Et après, entre leurs enfants, ceux des cousins, des oncles, des tantes, je pouvais faire un casting sur une centaine d'enfants à peu près, 80 je pense, camarades. Donc choisir maintenant avec lequel je vais faire ce film, qui aura le rôle principal de l'enfant noir. Mais il fallait que ça soit dans la famille, c'était ça le contrat que j'ai passé avec eux. Donc je vivais avec eux, j'avais un interprète. Et puis, je faisais des essais avec les parents, avec les mamans, avec les papas, avec les enfants, trouver les autres personnages, m'inspirer de toute leur vie pour savoir avec qui j'allais faire le film. Donc c'est sûr, ça c'est 1 an de travail. Après, il y a 9 semaines de tournage où le gamin, au bout d'un moment, j'ai tissé avec lui une relation de père à fils, quoi, hein, c'est du même ordre que ça. Et puis le tournage se termine. Donc on fait la fête de fin de film à Conakry. Et puis le lendemain, son père et puis lui doivent retourner au village. Il y a un véhicule qui les attend du tournage avec un chauffeur qui va les emmener. Et là, toute l'équipe est autour du véhicule. Et là, je peux plus. Là, ça se termine. Je vais chialer comme une madeleine. Donc je me suis éloigné. Et puis ce gamin, à travers la vitre, était déjà assis dans la voiture et puis il cherchait partout où est son papa réalisateur. Il est passé où. Puis il a vu que j'étais au loin, donc il est sorti du véhicule et en courant, il est venu se blottir dans mes bras. Et là, bon, j'ai chialé comme une madeleine en disant, je ne devrais pas pleurer. Et lui m'a dit, mais si, c'est bon. Il m'a dit, c'est bon de pleurer. Donc c'est ça leur éducation, c'est bon de pleurer. Il dit, pas se cacher, tu sais pourquoi? Il dit, parce que chez nous, on dit que si tu vois pas, si tu ris avec quelqu'un, quand tu le vois plus, après tu pleures. Et si tu pleures avec quelqu'un, quand tu le vois plus, après tu ris. Donc si je te vois pleurer, ça veut dire qu'on a bien ri ensemble, on était heureux ensemble. Tu vois? Si par contre tu pleures pas et que tu ris quand je m'en vais, ça veut dire que c'était pas bien quand on était ensemble. Donc pour moi, j'ai tout compris en te voyant pleurer. Il n'y a pas à se cacher de ça. Quand on se connaît si bien, on montre ses sentiments, on laisse aller les sentiments. C'est une. Plus direct. Ouais. Nous, on contient plus les choses, beaucoup plus les choses. Et vous travaillez sur des projets en ce moment, sur un nouveau projet? J'imagine que oui. Oui, là je suis venu rapidement au festival. Dominique m'a sorti d'un tournage, m'a fait sortir, il m'a dit, je t'ai fait sortir de prison. Je dis oui, actuellement je tourne dans une prison. D'accord. Une grosse prison qui est en région parisienne, s'appelle Fleury et Bérogis. Ouais. Et dans cette prison, il y a une maison d'arrêt des femmes. C'est pas toutes les prisons qui ont des détenus femmes. Et on m'a mis en contact avec une styliste qui vit en France, qui est d'origine comorienne, qui s'appelle Sakina Msa, qui a fait parler d'elle parce qu'elle veut sortir la mode de ses créneaux habituels. Donc elle a monté des projets avec des gamines de banlieue, dans des maisons de retraite. Et depuis 4 ans maintenant, elle travaille avec des détenus à la maison d'arrêt des femmes. Au niveau du design des vêtements Au niveau du design des vêtements, la fabrication aussi? Alors la fabrication se fait à l'extérieur, mais par contre après il y a les détenus peuvent intervenir sur des customisations, elle appelle ça des vêtements avec, si j'ai bien compris, des pièces rajoutées. Ouais, des pièces rajoutées ou des pièces au pochoir qui sont mises dessus. Voilà, elle travaille sur le maquillage, sur le costume, sur l'apprentissage de la marche avec des hauts talons, il y a différents ateliers pour que ces détenus qui ont envie deviennent mannequins, et elle insiste sur le fait que ce qui l'intéresse, c'est d'habiller tous les corps. C'est pas d'avoir un corps formaté taille mannequin, c'est au contraire la beauté de ce qu'on voit dans la rue, c'est des corps grands, des petits, des gros. La différence, la beauté de la différence. La beauté de la différence. Voilà, et donc ces filles, petit à petit, reprennent confiance en elles, le travail sur le corps. Voilà. Donc elle a fait ça. Et là, vous êtes toujours quasiment entre le reportage et la fiction, c'est-à-dire que vous êtes... Vous filmez les ateliers dans cette prison? Oui, s'il n'y a pas ces ateliers, c'est sûr que je vais filmer un autre film dans la prison. Filmer en prison, c'est très compliqué. Hein. On a des grosses discussions avec ce qu'on a le droit de filmer, pas le droit de filmer, qui se laissera filmer, qui se laissera pas filmer. Oui, c'est pas évident pour un détenu ou pour une détenue de dire j'accepte de me laisser filmer. Certains assument totalement le fait qu'ils ont fait une erreur et qu'ils sont là et que donc ils participent à un projet qui est en plus un projet qui peut être vraiment intéressant à tout point de vue. Mais d'autres vont se retrouver dans une situation où, je ne sais pas, dans 5 ans ou 10 ans, quand ils seront loin de cette prison et dehors et en train de chercher du travail, le fait d'avoir ces images qui ont été tournées sur eux ou sur elles dans cette prison et qui tournent après sur Internet, ça crée plein de soucis pour certains qui n'ont pas envie de se laisser filmer et d'assumer le fait qu'ils soient ici derrière les barreaux. Donc il y a déjà cette difficulté-là.
Il y a l'autre difficulté des lieux qu'on a le droit de filmer, d'autres lieux qu'on n'a pas le droit de filmer. Il y a la difficulté du temps présent où Fleury-Mérogis accueille un certain nombre de djihadistes, donc ça suppose beaucoup plus de personnel et ils n'ont pas le personnel suffisant. Donc comment un personnel de surveillant pénitentiaire peut encadrer une équipe de tournage s'il y a le moins de problèmes dans la prison, ça aussi, tous ces problèmes-là ont été à régler. Après, ce sont des temps très courts. Là où j'aime aller en Afrique, parce qu'on a, comme ils disent, vous avez la montre et nous on a le temps. African time, ouais. Mais ici, là par contre, c'est extrêmement compté. Hein. Déjà, pour qu'on rentre, à chaque fois, il faut ouvrir toutes les caisses, passer sous les rayons X, laisser les portables, les clés USB, les chargeurs, tout ça dans des casiers. On ne rentre pas n'importe comment. Et quand enfin on a accès sur le lieu où va se passer l'atelier, après seulement les surveillants nous vont chercher les détenus qui soit sont encore dans leur cellule, soit si elles ont attendu trop longtemps ou désespérées que l'atelier se fasse, ils sont partis en promenade, donc ça annule le truc. Donc ça, voilà, donc on fait par petits bouts. Voilà, et j'essaye de raconter cette expérience à chaque fois. Ça peut être à l'autre bout du monde, ça peut être ici, à côté de chez moi. Mais justement, je voulais essayer de trouver le fil rouge. C'est une transformation, en fait. Moi, ça m'intéresse de... C'est ça, c'est l'évolution de la personne qui vous intéresse. Oui, c'est-à-dire... Que ce soit la personne qui part du village traditionnel africain pour aller vers une grande ville ou ces femmes qui essaient d'évoluer pour pouvoir corriger une erreur qu'elles ont pu commettre. J'ai eu, moi, par rapport au film que j'ai fait, j'ai eu des fois ces remarques-là, et là j'ai l'impression que quand j'ai cette remarque-là, c'est que j'ai touché là où j'avais envie que ça touche, c'est-à-dire l'émotion, par exemple, de cet enfant, qui, au moment où il découvre la ville Conakry, moi j'ai écrit dans mon scénario qu'il va arriver à la gare routière, et que là, le gars va l'amener chez son oncle, et que dans la gare routière, comme il y a beaucoup de monde, il va être perdu, et voilà. Sauf que ça marche pas, c'est bien comme c'est écrit, mais ça marche pas parce qu'en fait, quand tu arrives à Conakry, il n'y a pas un centre-ville avec une petite ville tout autour. Ouais. C'est 15 km de péninsule. Donc déjà, avant d'être au centre-ville, il sera tapé 15 km dans les embouteillages. Il aura déjà tout découvert. Donc au dernier moment, je change mon fusil d'épaule, l'improvisation dont on parlait l'autre fois. Et donc je fous l'ingénieur du son dans le coffre pour pas qu'on le voit. Moi, je le mets à côté du chauffeur et je filme sur le vif le gamin qui découvre et qui dit cette fameuse séquence, c'est fou, qui essaye d'attraper l'air à l'extérieur, qui essaye de... Voilà. Et quand j'ai ce genre de séquence, quand je sais que j'étais au bon moment, à la bonne place, pour capter ça, et je sais que tu pourras jamais refaire. Si tu refais, c'est foutu. Voilà. Et si j'ai ça, ça peut être la même chose avec Jean-Louis Etienne quand il arrive pour la première fois au pôle Nord, ça peut être la même chose avec Little Karim quand pour la première fois il porte son air. L'étincelle dans les yeux. C'est-à-dire, ouais, ce moment-là où tu sais que même en fiction, voilà ce qu'on m'a dit, moi des fois on m'a dit, pour que la fiction arrive à ce niveau-là d'émotion, il faut vraiment... avoir les meilleurs acteurs. Voilà, tu vois. Et tu peux arriver à cette même qualité d'émotion quand tu sais que ce qui est là, c'est comme si je te raconte une histoire vraie, une histoire incroyable, voilà, une histoire incroyable ou une histoire drôle. Et puis donc tu écoutes mon histoire incroyable, et puis à la fin, je te dis, mais en plus, ça s'est réellement passé comme ça. Tu dis, non, je peux pas te croire. Je te dis, je te promets. Et quand tu commences à comprendre que ça s'est réellement... Alors tu te mets à relire l'histoire prend une force, Il y avait cette phrase de... Johan van der Keuken, à qui on a demandé est-ce que vous faites du documentaire ou de la fiction, et lui avait eu cette très belle réponse qui dit je ne me pose pas la question dans ces termes-là, mais moi j'essaye de faire du cinéma sensoriel. Et donc cette émotion particulière, quand tu sais que ça s'est passé comme ça, quand tu sens que le personnage est réellement en train d'être imprégné de ça, de vivre ça, et que ça transpire par toutes les pores de sa peau, alors je pense que là, à ce moment-là, on est dans une force d'un cinéma qui pour moi est assez unique. Hein. C'est celui-là que moi j'aime. L'émotion à l'état pur. Mais ça marche pas à tous les coups. Hein. Ah non, il faut déjà que la personne soit expressive, il faut qu'elle ressente ce que vous avez envie qu'elle ressente quand elle est censée le ressentir. Oui, et puis il faut que ce jour-là, au moment où elle va vivre ça, au même moment, toi, tu as réglé tous tes problèmes techniques pour être au bon endroit avec ta caméra et que les choses se passent. Et souvent, la caméra, comme c'était le cas au temps de Jean Rouch, on parlait du ciné-trans, c'est-à-dire que tu te rends compte que ta caméra est un peu loin, ça commence, et dès que ta caméra commence à se rapprocher, ça monte parce que ça les pousse aussi. Hein. Moi, j'ai plusieurs de mes personnages où je pense que la présence de la caméra les a amenés à chercher au fond d'eux-mêmes aussi des ressources dont ils se sentaient peut-être pas forcément capables au départ, tu vois. C'est complètement chrysalide, quoi. Puisqu'on passe de l'état d'un état particulier à une évolution, une transformation. Merci beaucoup. Merci à vous.